communication. Ce système est de communication. Mais quand il y en a plus, on doit revenir vite. Longtemps, on restait dans la lelo isengo makasi. Ce jour sera présidé par vos communiquer le programme du déroulement de cette séance. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour l'exécution des hymnes, l'hymne national suivi des hymnes de l'université. Unis par le sang, unis dans le pardon, l'indépendance de son enfant, longtemps compté, et pour de bon, un jour le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Bien-aimés, nous peupllerons au soleil, nous assurerons la bonheur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir. 2023, une séance académique de soutenance publique d'une thèse de doctorat en droit par M. Gédéon Paul Kalonji Moukendi du département de droit privé et judiciaire de la faculté de droit de notre institution universitaire, intitulée de la thèse « Protection des victimes du dommage corporel en droit congolais, quête des garanties suffisantes d'indemnisation ». Promoteur de la thèse, Monsieur le professeur Léon, Monsieur le professeur Nicolas, c'est le professeur Émile Ngoyi Kasongo, secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, agissant aujourd'hui au nom de Monsieur le recteur empêché. L'ordre du jour de la séance académique comporte 11.1. Ouverture de la séance par Monsieur le recteur, ici représenté. 2. Vérification du dossier du candidat au nom du secrétaire général à la recherche. 3. Présentation du candidat, encore une fois, par Monsieur le vice-doyen chargé de la recherche au sein de la faculté de droit. 4. Présentation des membres du jury par leur président, et celui-ci sera 5. Présentation du résumé de la dissertation doctorale par le candidat.
6. Débat entre les candidats à libération à huis clos. 8. Reprise de la séance et proclamation du résultat de l'épreuve par le président du jury. 9. Collation du grade académique en cas de résultat positif et remise du diplôme de doctorat et des insignes de l'université de Kinshasa aux lauréats par M. le représentant du recteur. 10. Mots de circonstance prononcés tour à tour par le lauréat du jour, par M. le doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Nous vous l'avons dit, il est ici représenté par M. le vice-doyen chargé de la recherche et par M. le représentant du recteur, avant qu'il puisse clore cette séance académique. Pose enfin donc la clôture de la séance par M. le représentant du recteur. Avant d'inviter M. le représentant du recteur à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance, nous demandons aux personnes en possession des téléphones. Merci. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement les caractères solennels de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite ici à ma droite le vice-doyen de la recherche. Des travaux Gédéon Paul Kalonji Mukendi. Nous, professeur Zachary Richard Ntumba Musuka, vice-doyen chargé de la recherche de la faculté de droit, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'université de Kinshasa. Vu le rapport établi par les services techniques constitutifs du dossier présenté par le candidat, Monsieur le chef des travaux Gédéon Paul Kalonji Mukendi, à savoir, primo, ses pièces administratives, secundo, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, et tertio, la régularité de son inscription à l'épreuve de doctorat en droit et le paiement des frais y afférents. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Fait à Kinshasa le 23 juin 2023 pour le secrétaire général à la recherche, le vice-doyen chargé de la recherche de la faculté des droits, Zachary Richard Ntumba Musuka, professeur ordinaire. À présenter les candidats. Monsieur le chef des travaux Gédéon Paul Kalonji Mukendi et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la thèse. L'an 2023, le 23e jour du mois de juin à Kinshasa, nous, Zachary Richard Ntumba Musuka, professeur à l'université de Kinshasa et vice-doyen chargé de la recherche de la faculté des droits, procédons à la présentation du candidat, Monsieur le chef des travaux Gédéon Paul Kalonji Mukendi, et à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la soutenance des thèses de doctorat. Attendu que Monsieur le chef des travaux Gédéon Paul Kalonji Mukendi est né le 15 juin 1986 à Lukalaba, dans la province du Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Attendu qu'il est domicilié à la commune de Lemba, avenue Niembo 2, numéro 40, ainsi que l'atteste son certificat de résidence. Attendu qu'il a effectué ses études primaires à l'école primaire Ndinga, au Kasaï oriental, et a obtenu un certificat d'études primaires en 1999. Attendu
qu'il a poursuivi des études secondaires à l'Institut de la Mouya, dans la province du Kasaï oriental, et que celles-ci ont été sanctionnées par les diplômes d'État des humanités littéraires, option latin philo, en 2004. Attendu qu'il a entrepris des études universitaires à la faculté des droits de l'université de Mbujimayi et post-universitaire à la même faculté, cette fois-ci de l'université de Kinshasa, et qu'à l'issue de ses études, il a obtenu respectivement les diplômes de licence en droit, option droit privé et judiciaire, avec la mention distinction en 2009, et celui d'études supérieures en droit, option droit pénal et criminologie, avec la mention distinction en 2017. Attendu qu'il a pris son inscription aux études doctorales, attendu que par décision rectorale numéro 097 unikin R 2023 du 17 avril 2023, il a été autorisé à soutenir sa thèse de doctorat intitulée Protection des victimes du dommage corporel en droit congolais, quête des garanties suffisantes d'indemnisation. Attendu que le contrôle des similitudes de sa thèse a donné un taux de 13%, conformément à la décision susmentionnée, est composé comme suit. Membre effectif, professeur Kabasele, président du jury, Kaleba, secrétaire du jury. Professeur Kiaboba Kapangu, membre effectif. Professeur Kika Mavunda, membre effectif. Membre suppléant, professeur Lutumba Lutumba et professeur Amissi Erai. Attendu que le quorum exigé est atteint et que les jurys peuvent valablement siéger, invitons le président de la séance à autoriser la soutenance de la thèse du candidat, Monsieur le chef des travaux, Gédéon Paul Kalonji. Zachary Richard Zumba Moussouka, professeur ordinaire. Kassongo, secrétaire général à la recherche, agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa. Entendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Attendu que les jurys nommés par décision rectorale numéro 097 par Liquide R par 2023, du 17 avril 2023, pour procéder à l'examen de la thèse présentée par Monsieur le chef des travaux, Gédéon Paul Kalonji Mukendi, a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 259 par MINESU par 4.1000 par MNB par RMM par 2023 du 18 mai 2023 portant nomination des secrétaires généraux chargés de la recherche, spécialement son article 13, 3e, et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'université de Kinshasa. Autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorat en droit de Monsieur le chef des travaux, Gédéon Paul Kalonji Mukendi, et passons la parole au président du jury. Chargé de la recherche faisant fonction du recteur du jury. Nous commençons par le professeur Amissi, donc vous avez chers collègues. Domaine des recherches, le droit civil, plus précisément les personnes, la famille et les obligations, et le droit de la protection de l'enfant. Comme production scientifique, il a publié plusieurs ouvrages. 4 au total. Un ouvrage en droit civil, la personnalité et la famille, droit patrimonial de la famille,
traiter les droits des relations familiales, les droits civils des personnes, des incapacités de la famille. Comme activité scientifique, il est formateur national du droit oral. Professeur Walutumba, il est professeur ordinaire depuis 2020. Il enseigne les cours de droit civil et des obligations. Il est chef du département du droit privé et judiciaire. Il fut secrétaire académique de l'université officielle de Bujumbura. Comme domaine de recherche, le droit civil des obligations, le droit des affaires, les voies d'exécution et la procédure civile. Comme publication scientifique, plusieurs ouvrages et articles scientifiques à son actif. Il est membre de plusieurs sociétés savantes. Il est membre de la commission des réformes du droit congolais et président de la sous-commission du droit privé. Il est avocat à la Cour d'appel de Kinshasa à Gombe et membre des formateurs en droit Wada. Vous pouvez vous asseoir. Le professeur Michel Dika Mabunda. Merci. Il est docteur d'État en sciences économiques de l'État. Il a été professeur de l'économie rurale, économie politique et aménagement du territoire. Il fut doyen de la faculté des sciences économiques de 2001 à 2004. Il fut recteur de l'université de Kinshasa de 2009 à 2010. Comme domaine de recherche, nous avons l'économie rurale, l'économie agricole, l'aménagement du territoire et le développement. Comme production scientifique, il est auteur de plusieurs articles publiés ici au pays, en RDC, tout comme à l'étranger. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, dont notamment le Conseil économique et social de la RDC et est président de la Commission Agriculture et Développement. Chers collègues, merci. Il est docteur en droit économique de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, en Belgique, depuis le 31 mars 1998. Il est professeur ordinaire à l'Université de Lubumbashi depuis 2017. Il enseigne les droits des assurances et les droits du travail. Il est ancien doyen chargé de l'enseignement de la faculté des droits de l'Université de Lubumbashi de 2015 à 2018. Comme domaine de recherche, c'est le droit économique, droit minier et droit financier. Comme production scientifique à son actif, plusieurs ouvrages, dont l'ouvrage du droit des assurances, l'ouvrage des relations du travail. Et il est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Je vous remercie, chers collègues. Il est professeur depuis 2019 à l'Université de Kinshasa. 2009, excusez-moi, depuis 2009 à l'Université de Kinshasa. Comme domaine de recherche, il enseigne les droits civils et des obligations, la responsabilité civile et le droit de la consommation. À son actif, 5 ouvrages et plusieurs articles. Activité scientifique. Il est avocat. Il est deuxième vice-président du Conseil économique et social. Il est conseiller à la Cour pénale internationale.
Comme membre des sociétés savantes, il est membre de l'Association internationale des droits de la consommation. Veuillez vous asseoir, chers collègues. Voilà, ainsi présenter les membres. C'est monsieur le professeur Kabasele Nicolas. Il est professeur ordinaire depuis 2020. Comme domaine de recherche, c'est les droits judiciaires privés et les droits civils. Le professeur Nicolas Kabasele est auteur de 8 ouvrages scientifiques et plus de 20 articles. Il est membre de plusieurs sociétés savantes. Monsieur le Président, je vous... Merci. Là, nous présenter les résumés de sa thèse dans 30 minutes maximum chrono. Vous avez la parole, monsieur. Du jury, monsieur le professeur, chers membres du jury, en ces mémorables jours, nous avons l'immense honneur de présenter à la censure de votre jury les résultats de notre dissertation doctorale ayant pour intitulé « Protection des victimes du dommage corporel en droit congolais, quête des garanties suffisantes d'indemnisation ». Puissiez-vous souffrir, juste un petit moment, Monsieur le Président et chers membres du jury, en ces moments solennels et historiques de notre vie scientifique, de recevoir déjà nos vifs remerciements et nos gratitudes infinies du fait que cette dissertation, pour en arriver à ceci, a dû subir vos recadrages, vos corrections et vos orientations les plus indispensables, émanation de chacun de vous et du génie particulier dégagé lors de la soutenance privée en date du 29 avril 2023. Ainsi, Monsieur le Président et chers membres du jury, l'économie de notre thèse est constituée de 4 points principaux, coiffés justement d'une petite mise en contexte. Lesquels points sont constitués tour à tour de la problématique ainsi que des hypothèses et recherches, ainsi suivis des méthodes et techniques qui ont été utilisées, des résultats obtenus à la suite des méthodes et techniques appliquées, et de la conclusion qui se constitue par la thèse de notre thèse. Monsieur le Président, chers membres du jury, nous avons choisi d'effectuer nos recherches sur la protection des victimes du dommage corporel en droit congolais et la quête des garanties suffisantes d'indemnisation. D'aucuns peuvent se demander pourquoi avons-nous porté les choix sur ces sujets. Évidemment, Monsieur le Président et chers membres du jury, c'est parce que les dommages corporels qui se définissent comme l'atteinte portée à l'intégrité physique et psychique de la personne humaine est devenu depuis les années 1990, avec notamment l'apparition des ouvrages de Mme Gisèle Maure et Yvonne Lambert-Fèvre, une préoccupation fondamentale des auteurs dédiés à la recherche de l'amélioration du sort de toutes les personnes atteintes dans leur chair et incidemment dans leur patrimoine.
Et les dommages tel qu'il est défini en tant qu'atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne qui est appelée victime, celle-ci subit en termes de conséquences engendrées par ces dommages des préjudices de plus en plus divers et nombreux qui frappent sa personne d'abord et même son patrimoine. Il va même au-delà, et c'est là même la particularité du dommage corporel, c'est que non seulement il frappe la victime directe, mais même les proches aussi peuvent, du fait du dommage qui a frappé la victime première, se prévaloir des prétentions en indemnisation des préjudices leur causés par ricochet. Ainsi, comme je l'ai dit, n'a pas existé dans les chefs de beaucoup d'auteurs et même du législateur, qu'il soit le législateur connu qui nous a inspiré. Je parle du Code de Napoléon de 1804 et même notre propre législateur, celui du décret du 30 juillet 1888 portant des contrats ou des obligations conventionnelles. Et pour parler justement de ces décrets, Monsieur le Président et chers membres du jury, vous allez voir que notre décret de 1888, comparé à la préoccupation portée aux dommages corporels en 1990 jusqu'à ce jour, était déjà vieux de plus de 102 ans. Ce qui veut dire qu'il était difficile que ces dommages tels qu'ils se définissent aujourd'hui et celles qui préoccupent la majorité des auteurs puissent avoir sa place dans les décrets. Et encore moins même la responsabilité civile. Parce que la responsabilité civile du décret que nous avons examiné en droit congolais est une responsabilité à conception basée essentiellement et fondamentalement sur la faute de l'auteur. Alors qu'aujourd'hui, cette conception a paru dépassée, étant donné que la résignation ainsi que la société peu mécanisée de 1800 et même de 1900, et même la résignation face à la fatalité ont laissé la place à l'impératif de réparation intégrale des préjudices subis par la victime. Et donc, nous avons voulu passer en revue le décret en les diagnostiquant pour vérifier si, en l'état actuel de ce décret, le sort des victimes du dommage corporel est effectivement pris en charge. Cela nous a amené à nous questionner en termes de problématiques sur deux questions, dont la principale est celle de savoir, est-ce en l'état actuel de ce décret du 30 juillet 1888, les victimes de ces dommages que nous venons de définir peuvent-elles trouver leur sort pris en charge? C'est la question principale. Et la question subséquente, Monsieur le Président, honorable membre du jury, c'est que est-ce qu'un juge saisi en indemnisation peut effectivement régler le sort des victimes demanderesses? Nous sommes quasiment tous exposés à l'atteinte à notre intégrité physique, psychique. Et qu'aujourd'hui, le plus grand souci ou la plus grande peur de toute victime, ce n'est pas de subir les dommages corporels, vie après coup, être transformé en un cauchemar parce que abandonné à mon fils. Cela est d'autant plus vrai, Monsieur le Président et chers membres du jury, que le procès en indemnisation, par une action directe formulé par une demande d'indemnisation, il est régi ses prétentions au-delà desquelles les juges n'est pas que les décrets par nous diagnostiqués comme source. C'est de cette façon-là, Monsieur le Président, que nous avons dégagé un objectif ainsi que deux intérêts à travers cette étude.
L'objectif, c'est lequel? C'est que, ayant scruté le décret, nous avons voulu participer justement à cette codification d'une nouvelle donne de la responsabilité civile, en la faisant passer de cette responsabilité civile objective, qui s'occupe plus du sort de la victime. De l'auteur, justement, elle est indifférente sur le sort de la victime, d'autant. Et l'intérêt, comme nous en avons parlé, c'est que l'intérêt théorique ou scientifique, c'est que, Monsieur le Président, cher membre du jury, le droit congolais offrira des pistes de solutions à des questions, résorbant ainsi les déficits décriés dans le décret de 1800. Justement, n'a pas juste là de place dans le décret. L'intérêt pratique, c'est lequel? C'est ville rendue sur la gestion du dommage corporel, c'est la forfaitisation de l'indemnisation. C'est-à-dire que les juges n'ont pas de repères, parce qu'ils devraient les trouver dans la loi. C'est tout un forfait alloué de manière arbitraire, sans référence. D'autant plus que tantôt les juges, ils vont vérifier dans le décret pour trouver la solution aux prétentions, lesquelles ne sont pas aussi bien formulées même par les partis, parce que ça pose le sort des victimes du dommage corporel ne trouverait pas son. La forfaitisation de l'indemnisation que nous avons trouvée justement avec ses conséquences. Tantôt, il est mêlé. Sa prise en charge relève d'une démarche du corps et du dommage corporel. Et pour vérifier ces hypothèses, Monsieur le Président, nous avons subdivisé notre étude en deux parties. La première partie est constituée sur un regard sur le dommage corporel, un regard comparatif du droit congolais ainsi que du droit comparé, de façon à nous permettre d'abord, en ce qui concerne le dommage lui-même, à les présenter suffisamment avec un distinguo fait entre dommage et préjudice, tant pour les préjudices temporaires que les préjudices permanents, mais aussi tant pour les préjudices patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux. Il fallait clarifier ces notions, Monsieur le Président, afin maintenant de nous permettre de vérifier si, face à cet état de présentation, les décrets présentent l'efficacité ou les faiblesses. Et justement, nous avons tablé sur les faiblesses du décret en démontrant que, d'abord, la législation congolaise, ainsi de suite, mais tandis que quant au décret, on ne trouve ni les dommages corporels dedans organisés, ni les préjudices qui sont pris en charge. C'est ainsi que nous avons, dans la deuxième partie, recherché les perspectives des réformes pour faire une place prépondérante dans notre loi aux dommages corporels, en insistant que ces dommages qui portent atteinte à l'intégrité physique ne peuvent pas être logés à la même enseigne, que les autres dommages. D'autant plus que l'article 16 de la Constitution impose au pouvoir public, après avoir énoncé la sacralité de la personne humaine ainsi que de la vie, il impose au pouvoir public la protection et le respect de la personne humaine. Et donc, nous nous sommes trouvés en face d'une constitution d'abord de 2006, telle que modifiée à ce jour, depuis 2011, mais à laquelle devrait s'accommoder un décret vieux de plus de 135 ans. Et oui, justement, les droits étant dynamiques, il fallait que notre législateur fasse un effort d'adaptation, étant donné que la société aujourd'hui est une société devenue, dans le monde entier, une société fortement mécanisée et accidentogène, générant des dommages corporels de plus divers.
Et face à cet état de cause, des choses, Monsieur le Président, nous avons trouvé que ces faiblesses peuvent être résorbées d'abord par une codification du dommage, mais aussi au-delà de la codification qui va maintenant permettre et les juges de trouver des bons outils d'application aux prétentions lui soumises, mais aussi les parties de bien formuler leurs prétentions et de les défendre, qu'on soit demanderesse ou défendresse. Mais au-delà de cela, maintenant, Monsieur le Président, il ne suffit pas d'organiser les dommages corporels et compte tenu de son impérieuse supériorité aux autres dommages, il faut garantir l'indemnisation. Et cette indemnisation, Monsieur le Président, n'est pas ce que par des voies simplifiées d'accès à la justice, notamment l'assurance contre les dommages corporels, mais aussi parce que cette assurance ne peut pas tout prévoir, les principes assurantiels étant souvent des principes plafonnés. Il faudrait, Monsieur le Président, que les fonds de garantie soient institués afin de pallier aux lacunes du principe assurantiel. C'est-à-dire, par la création du fonds de garantie, ces fonds fassent comme mission principale prendre en charge les experts qui doivent s'occuper de l'évaluation du dommage, qui ne rentreraient plus dans la souveraineté du juge, mais aussi le fonds de garantie s'occupera d'une allocation provisionnelle aux victimes des indemnisations pour permettre de prendre en charge leur sort actuel nécessité par les dommages, parce que un préjudice corporel, même moindre, peut emporter la vie humaine si on n'y prend pas garde à temps. C'est que notre thèse relève que les sorts, le décret du 30 juillet 1888 est indifférent au sort des victimes du dommage corporel. Et que la responsabilité civile qui est dedans ne permet pas une gestion en temps réel, assurantielle et provisionnelle des victimes. Et qu'il faut passer de cette responsabilité classique à la responsabilité objective. De la sorte, Monsieur le Président, les victimes devraient trouver leur sort pris en charge en temps utile et de la bonne manière. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit, les dommages corporels n'ont pas de commune mesure avec tous autres dommages, quels qu'ils soient. Et que cette attention soutenue portée à ces dommages, aujourd'hui, ferait que notre droit positif constituerait une référence des autres droits qui sont encore en sommeil sur ces questions. Telle est notre thèse que nous soumettons à la censure de votre jury. Nous avons dit et nous vous remercions pour le Président et chers membres du jury. Merci beaucoup, Monsieur Paul Gédéon, pour faire des observations éventuellement et poser des questions. Et comme nous avons le professeur Tizanga qui nous vient de Lubumbashi, nous a toujours fait le plaisir de venir dans notre université. Nous commençons par lui. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Monsieur le Président du jury, j'ai lu avec une attention soutenue la thèse du récipiendaire Kalonji. D'entrée de jeu, je tiens à le féliciter pour le courage qu'il a eu de s'embarquer dans cette aventure. Ce courage est à apprécier à juste titre, surtout que nous savons qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été menées dans ce secteur. M. Kalonji a prouvé qu'il maîtrise bien le français, qui pourtant n'est pas sa langue maternelle. J'ai feuilleté sa thèse à la recherche des fautes de français. J'en ai repéré un tout petit peu, ce qui fait que c'est un juriste qui maîtrise la langue qui est souvent appelée langue de Molière. Ce sont des victimes
des dommages corporels. Il nous suggère, dans un premier temps, la réformulation de l'article 258 du Code dit civil niveau 3. Notre ami nous suggère également des fonds de garantie et éventuellement de songer à la réformulation du droit des assurances. Ces mécanismes sont intéressants, mais ce que le récipiendaire a oublié que ces mécanismes existent pour certains. Alors c'est là où se pose le problème en ce qui concerne l'originalité de ces recherches. A-t-il réellement innové ou a-t-il pris ce qui existe déjà en droit congolais et ce qui existe ailleurs pour nous le représenter? Ça, c'est la première préoccupation. Nous allons échanger avec lui, bien que les 10 minutes ne suffisent pas. Le récipiendaire suggère la réformulation de l'article 258. Il estime que le législateur de 1888 s'est trompé en confondant le fait dommageable et le dommage. Est-ce que ce n'est pas le récipiendaire qui s'est trompé, qui confond le fait dommageable et le dommage? Nous pensons que le fait dommageable visé par le législateur du 19e siècle, c'est la faute. Et c'est cette faute qui génère le dommage. Alors ça, c'est ma première question. J'aimerais que notre ami essaie de me convaincre que la faute est significative du dommage, d'assurance de responsabilité automobile. Bien qu'il ne soit pas implémenté, mais il existe déjà. Alors, peut-il nous dire comment son fonds de garantie va-t-il fonctionner dès lors que celui qui existe dans le Code des assurances n'est pas encore opérationnel? Ce fonds va entraîner la disparition du mécanisme de responsabilité individuelle. Une nomenclature française qui est condamnée par les Français, qui ne manque pas de la déconseiller. Comment pouvez-vous me convaincre ou convaincre le législateur pour qu'il puisse s'embarquer dans cette nomenclature qui est vouée aux échecs? Merci beaucoup, monsieur le professeur, chers collègues, pour les questions. Monsieur Kalonji Mukendi, vous avez la parole pour rencontrer les préoccupations du professeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole m'est réaccordée afin de rencontrer les préoccupations du jury. La première question est celle de savoir est-ce que la faute est significative du dommage, en ce que j'aurais confondu le fait dommageable et les dommages. Monsieur le Président, très brièvement, la thèse que nous soumettons à la censure de votre jury se préoccupe moins du dommage que du préjudice. Que les dommages soient causés par une faute ou une imprudence, la victime, elle, va démontrer le préjudice
qui est engendré par les dommages pour que ces préjudices soient réparés. Donc, c'est là que j'ai relevé que la responsabilité civile du décret de 1888, justement, il parle de cette faute comme si l'imprudence dont résultent les préjudices, comme la faute même grave dont résultent en même temps les préjudices, ont la même conséquence. Il suffit que la victime, à la suite, soit de la faute ou même de l'imprudence, rapporte elle que j'ai perdu quelque chose dans ma chair ou dans mon patrimoine. Donc, voilà pourquoi nous avons recommandé d'ignorer cette responsabilité qui ne s'occupe pas de la victime, mais qui exige d'elle souvent d'apporter la faute de l'auteur de la responsabilité. La deuxième question, Monsieur le Président. Oui, s'il vous plaît, vous avez la parole. Doit invoquer les préjudices subis. Mais ces préjudices, entre le préjudice et la faute, il y a le dommage. Donc, le préjudice, c'est une conséquence juridique du dommage. Donc, le récipiendaire ne peut pas nous dire à ce stade que le fait dommageable est significatif du préjudice. Ce sont trois notions différentes qui sous-tendent notre système juridique actuel. Il peut continuer. Dire aux victimes leur prise en charge en temps réel des préjudices subis, il m'a demandé de démontrer comment les 10 fonds vont pouvoir fonctionner alors que ceux qui sont déjà proposés ont du mal à prospérer. Oui, justement, Monsieur le Président, nous avons, pour faire la place aux dommages corporels et aux préjudices qui doivent être réparés, nous avons proposé d'abord que c'est aux législateurs et aux décideurs d'abord de se rendre compte que codifier les dommages corporels avec les conséquences dans une lisibilité au profit des victimes, c'est une question qui participe à la sécurité nationale des individus d'abord. Et que déjà, si l'on prend conscience que c'est vraiment une préoccupation fondamentale, de la même manière que l'on peut gérer la guerre à l'Est, on pourra facilement songer à lui faire une place. Mais au-delà de cela, nous avons proposé qu'il existe trop de structures dans notre pays qui sont budgétivores, mais qui sont actuellement d'une inutilité et sans impact dans la vie des populations. Ils sont nombreux, ces organismes, changement de mentalité, et plusieurs structures qui pouvaient disparaître, mais chaque année, il y a des budgets alloués à cela. Une fois que les victimes les subissent, elles deviennent des créancières chirographaires, sans garantie d'être prises en charge. Et on pourrait trouver la place dedans. Et on est allé au-delà même pour dire que, justement, tout récemment, on a créé la FONAREV, les FONAREV, c'est-à-dire le Fonds de réparation des victimes des violences liées au conflit. Nous avons dit non, là c'est une vision sectaire parce que les autres victimes sont en même temps victimes que celles qui le sont à cause des conflits parce que les préjudices ont un caractère universel. Et que l'on devrait élargir le champ de prise en charge, quitte à créer là-dedans des compartiments pour faire place à chaque catégorie afin d'assurer une large prise en charge des victimes. Quant à la troisième question... Une réaction, professeur. Est-ce que vous voulez dire par là que le fonds de garantie va se substituer à l'auteur du dommage? C'est-à-dire que vous donnez un chèque en blanc à l'auteur du dommage, il peut infliger un dommage et ne rien
réparer, mais rien payer à la victime, sachant que c'est le fonds de garantie qui va intervenir. Et donc, le fonds ne va pas se substituer, mais il va pallier aux insuffisances parce qu'il peut arriver que certains auteurs soient moins nantis et que le sort de la victime est lui préoccupant. Les fonds peuvent pallier à cela, mais aussi le fonds va prendre en charge l'expertise de conserver la responsabilité individuelle afin d'éduquer les comportements des uns et des autres. Alors, dans la réforme du droit des assurances, effectivement, nous avons dit que le législateur peut adopter les minima en deçà desquels les juges, en statuant sur l'indemnisation, ne peuvent pas aller. Pourquoi? Parce que nous avons même découvert des indemnisations qui vont pour les viols à 300 000 francs pour un viol d'un mineur. Et alors nous avons donné comme axe la dernière catégorie qui peut faire gonfler l'indemnisation comme minima, notamment s'il est marié, s'il a des enfants mineurs scolarisés, et ce sont ces axes qui peuvent permettre quand même d'allouer quelque chose au départ qui puisse amoindrir les frustrations de la victime. Et quant à la nomenclature d'Intilac qui est critiquée par certains auteurs français, effectivement, elle est critiquée, mais elle n'est pas abolie. Et nous avons conseillé cela au législateur juste comme point de départ. Parce qu'avant d'améliorer, c'est mieux d'avoir déjà quelque chose auquel on peut porter des améliorations. Tel est ce que nous pouvons dire à... Cela veut dire que le récipiendaire n'a pas innové. Il a piqué l'idée d'un auteur pour se l'approprier et essayer de la recommander aux législateurs congolais, ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas honnête dans la mesure, dans une thèse de doctorat, il faut apporter quelque chose de nouveau à l'évolution de la science. Pendant 10 minutes, monsieur le professeur, pour des questions éventuelles. Nous n'allons pas faire un débat qui va nous amener jusqu'à 18 h. Et au cours de ce débat, pratiquement tous les membres du jury, effectifs et suppléants, avaient exprimé leurs suggestions aux candidats et nous étions pratiquement assez houleux à ce débat-là. Et en lisant actuellement de ces débats en soutenance privée, mais comme toujours, il y a certaines questions de fond sur lesquelles je n'ai pas été tout à fait convaincu des réponses qu'il a réservées et à ce que je lui avais posé comme question. Ensuite, j'ai également, au cours de cette soutenance, remercié les membres de la faculté de droit et les autorités de l'université pour m'avoir associé à la soutenance de cette thèse de droit, qui est la première pour moi à la faculté de droit, puisque c'est la première fois que je viens participer à l'évaluation d'une thèse dans cette faculté. Je remercie le récipiendaire, mais cela m'a permis également d'avoir toute une série de questions que j'aurais dû et que je pouvais poser aux candidats, mais vu les exigences de temps qui sont très courants en soutenance publique, je vais simplement me résumer à 2 ou 3 questions que je vais poser aux candidats. Les dommages subis sur le corps d'un individu laissent toujours des séquelles. Quel que soit le montant d'indemnisation que vous pouvez lui fournir, les séquelles restent. La définition que vous avez donnée dit que
la réparation intégrale consiste à rendre à la victime l'état dans lequel il se trouvait avant le préjudice. Mais si le préjudice laisse nécessairement des séquelles, ça veut dire qu'il est impossible de pouvoir indemniser intégralement. Donc la recherche que vous faites de vouloir indemniser intégralement devient une recherche fictive. Et c'est comme... Je peux dire, donner à cette question, c'est que d'abord, la réparation intégrale est consacrée par le législateur lui-même. Dans cet article 258, il parle de réparer. Mais ce que nous avons critiqué, c'est que, au vu de la définition du dommage, les dommages, on ne peut pas les réparer. Ce sont ces conséquences qui sont soit réparées en nature, soit indemnisées, et c'est là pour emprunter la précieuse précision d'un des membres du jury pendant la soutenance privée. Et donc, la réparation doit toujours être intégrale, dans le sens que, premièrement, elle est intégrale quand? C'est lorsque, après l'expertise du dommage, il est quantifié des préjudices soufferts par la victime, ou auquel préjudice les juges statuent, il répond. Et s'il a rencontré chaque chef de préjudice, postulé, cette réparation est intégrale. Deuxièmement, la réparation en matière de dommages corporels a un caractère qu'on appelle satisfactoire, c'est-à-dire les soucis permanents, c'est de satisfaire la victime en ne laissant ni enrichissement ni appauvrissement à la suite de ces dommages. Et donc, c'est ça la condition principale de cette réparation. Et voilà même pourquoi il est même prévu que pour des préjudices séquelaires, il est possible de prévoir ce qu'on appelle les réparations futures. C'est-à-dire chaque fois que les préjudices apparaissent, soit en s'aggravant, cette victime peut revenir devant le juge et démontrer la situation aggravée du fait du dommage pour obtenir réparation. Éduquer les usagers de la route. Nous pouvons dire d'abord que le code de la route ou la conduite routière, c'est le seul domaine qui n'a pas de dérogation, même pour les chefs de l'État, normalement. Et que s'il y a des autorités ou des usagers qui se permettent de violer les codes existants, c'est que l'État devrait s'assumer parce qu'il est le seul détenteur du monopole des coercitions légitimes. Et donc, ce que nous proposons s'attend justement à améliorer. Nul n'est au-dessus de la loi. Quant à la troisième question, Monsieur le Président, il m'est demandé qu'alors qu'en mathématiques, deux lignes parallèles ne peuvent se rencontrer, comment en droit le monde des faits et le monde des droits sont parallèles. Effectivement, cette assertion fait directement référence au dommage corporel. C'est que les juges ne peuvent pas traiter du dommage corporel. C'est ça même la mise en œuvre qui fait que les juges, par une mesure d'instruction, confient à l'expert d'évaluer les dommages en tant que monde des faits pour maintenant déterminer ses conséquences et leur réalité. Parce que voulant jouer les doubles rôles, les juges vont au-delà de sa fonction d'indemniser, c'est-à-dire par un chiffrement financier. Il faut que les dommages soient éventrés par un expert, et là c'est le monde des faits, pour que les juges maintenant recevant les préjudices qui basculent maintenant les faits dans les droits puissent y statuer de manière souveraine. Voilà ce que nous pouvons dire, Monsieur le Président. Qu'il faudrait peut-être corriger. Au lieu de parler d'un monde parallèle, ne serait-il pas plus correct de parler de deux mondes complémentaires? Voilà. Nous sommes... Merci. Merci.
marre pour moi-même.